La vidéo que vous vous apprêtez à regarder est une conférence qu'on a fait lorsqu'on était au Japan Tour Festival. Le thème était assez large, c'était Doctor Who, donc il a fallu déterminer ce qu'on allait mettre dans cette conférence sur Doctor Who. Il fallait à la fois que ça parle aux connaisseurs et aux novices, parce qu'on ne savait absolument pas qui on aurait dans l'audience. Et d'ailleurs, nous on pensait qu'on aurait personne, et quasiment que des gens qui ne connaissent pas, et ça a été tout l'inverse. La salle était comble, et que des gens qui connaissaient. Bon, visiblement, ils ont bien aimé quand même notre conférence, donc je pense qu'on avait réussi le pari de faire une conférence adapté à tous. Alors vous avez remarqué que bon, il y a des petits soucis de caméra, de lumière, parce qu'on a dû se préparer un peu à la hâte, et bon, ça s'en ressent. J'espère que le contenu est tout de même intéressant et qu'elle va être sympa à regarder. Bon, et puis vous allez vite vous rendre compte que j'ai la voix cassée, vu que c'était juste après la fin de saison, ma voix n'était toujours pas revenue. Bref, je vous souhaite un très bon visionnage. Qui connaît Doctor Who dans la salle? Ok, ça fait du monde. Qui a vu la dernière saison? Ok, donc il faut pas spoiler, c'est bon à savoir. Qui a vu les classiques, donc ce qu'il y avait entre 1963 et 96? Vous êtes moins nombreux déjà. Doctor Who, c'est quand même une série qui est très vieille. Donc on va essayer de voir un petit peu justement pourquoi Doctor Who est toujours là. Les gens qui n'ont pas vu Doctor Who, quel est le point commun d'après vous entre tous ces personnages? Voilà, c'est que des incarnations du Docteur. Bon, du coup, ma salle connaît le sujet, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais en gros, le Docteur, je peux changer d'apparence, et donc il y a eu énormément d'apparences. Voilà, c'est pour donner une espèce de petite vision d'ensemble de tout ce que peut être le Docteur, physiquement tout du moins. Mais du coup, Doctor Who, c'est une série, comme je disais, qui est vraiment très grande. Il y a 40 saisons. La nouvelle saison 1 est en réalité la 40e saison de Doctor Who. Et donc ça a été divisé en trois séries différentes, parce qu'à un moment quand même c'est un peu indigeste, d'où la nouvelle numérotation. Mais donc il y a aussi plein de points d'entrée, parce qu'on peut pas dire aux gens bah il faut démarrer par la saison 1 de 1963, se taper les 40 saisons. À un moment il faut être raisonnable. Par quoi vous avez commencé vous, Doctor Who? La série de 2005? Alors ça, pour démarrer par ça et accrocher, faut y aller, mais d'accord, très bien. Torchwood, ça c'est vrai qu'en France on a énormément... Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui ont commencé par Torchwood? Donc pour ceux qui ne savent pas, Torchwood c'est un spin-off de Doctor Who, mais en fait en France ça a été diffusé avec plus de publicité que Doctor Who. Donc beaucoup de gens sont arrivés dans Doctor Who via le spin-off qui lui passait sur Énergie 12 et qui avait une com très agressive, surtout à la radio à l'époque. Moi j'ai commencé par le double épisode du Labyrinthe des Anges en saison 5. Doctor Who c'est intéressant parce que on peut choisir de commencer par le premier épisode, mais on peut aussi regarder un épisode mais complètement au pif comme Lazarus Experiment et se dire qu'on a quand même envie de voir la suite. Parce que justement c'est une série qui est capable de proposer des choses tellement variées et qu'on peut suivre de manière générale, pas tous les épisodes mais la plupart, en le prenant de n'importe où, et on arrive quand même à trouver du sens là-dedans et trouver de l'intérêt, on n'est pas complètement largué. Donc ça c'est un des points forts qui fait que la série est toujours là actuellement. Maintenant c'est presque 61 ans d'histoire et donc c'est une série qui arrive à être toujours la même, et pour autant qui est toujours différente. Vous prenez n'importe quelle ère de Docteur, il n'y en a pas une seule qui ressemble à l'autre. Il y a une grande variété de thèmes, il y a une grande variété d'écriture, mais c'est vraiment ça qui fait sa force, c'est que quelle que soit l'ère qu'on regarde, on ne voit pas la même série et pourtant on sait que c'est la même série. D'après vous, c'est quoi l'essence de Doctor Who? Qu'est-ce qui fait vraiment que Doctor Who est Doctor Who? Moi, la base de Doctor Who, en fait, c'est une constante évolution au fur et à mesure du temps. Tom Baker ne ressemble pas du tout à William Hartnell. Il y a toujours des points communs aussi. On parle de variété entre les docteurs et les saisons, mais même dans une saison, une seule saison, on peut avoir tellement de choses différentes. On peut passer d'un épisode historique, la semaine d'après on est sur un épisode d'horreur, derrière c'est de l'humour, ça revient sur de la SF, en fait c'est ça qui est super intéressant. Si le premier épisode de Doctor Who qu'on voit, il n'est pas intéressant, il ne vous intéresse pas, c'est fou. Mais par contre, il y a des épisodes qui sont vraiment marquants. Quand les gens me demandent par quoi commencer Doctor Who, souvent je dis... Commencez par la saison 1 de 2005, regardez les 3 premiers épisodes. Si vous avez accroché au bout des 3 premiers épisodes, vous aimerez Doctor Who, c'est sûr. Alors je les préviens, je dis bon alors les effets spéciaux s'améliorent, il n'y a pas de problème, ne vous bloque pas à ça. De toute façon, les saisons de redémarrage démarrent toujours de la même façon. Il y a un épisode dans le présent, un épisode dans le futur, un épisode dans le passé. Parce que ça permet de montrer la variété de Doctor Who. Donc on a le cas pour la saison 1 de 2005, on a le cas pour la saison 5, on a le cas pour la saison 10, la saison 11, et là la nouvelle saison 1 elle marche aussi comme ça. En fait on a ces 3 épisodes là, mais donc c'est vrai que c'est une constante sur Doctor Who. Si on veut démarrer une saison, généralement il faut mieux aller vers une saison qui a ces 3 épisodes présent, passé, futur, présent, futur, passé.
généralement, ça met bien les bases. Donc pour moi, Doctor Who, déjà, c'est d'avoir l'univers à portée de main. On peut voyager n'importe où dans l'espace-temps. On fait des découvertes, il y a de l'aventure, il y a de l'évasion. Doctor Who, ça fait rêver. Pour moi, c'est vraiment une partie importante. Quand je regarde Doctor Who, je veux m'évader. Je veux voir des nouveaux mondes. Je veux découvrir de nouvelles espèces. Je veux avoir peur, je veux rire. Je veux justement cette variété et cette diversité d'aventures. Il y a aussi des valeurs humanistes qui sont très fortes, et ce depuis 1963. Le deuxième épisode est un épisode sur le fascisme quand même. Et donc c'est très important dans Doctor Who, c'est une série qui a toujours voulu être progressiste par rapport à son temps. Alors forcément, maintenant quand on regarde les épisodes du troisième Docteur ou du premier avec les compagnes à qui on dit « bon, on va servir le café pendant que nous on fait les choses importantes », ça fait un peu crisser des dents. Mais par rapport aux valeurs de l'époque, en tout cas, on a des valeurs qui sont très progressistes. Donc oui, il y a des messages d'espoir aussi. Doctor Who, c'est une série qui est remplie d'espoir. Même quand le Docteur est au plus bas, on sait qu'au final, il va y avoir un message d'espoir qui va l'aider à s'en sortir à la fin. Ensuite, c'est exaltant. On disait, il y a de l'humour. C'est fun, un épisode de Doctor Who. Pas tous les épisodes qui sont un peu chiants, hein. Et aussi, un truc que je trouve génial dans Doctor Who, c'est que même quand c'est n'importe quoi, c'est traité avec un sérieux incroyable. Les acteurs sont toujours premier degré. Et c'est pour ça, je pense que Doctor Who marche si bien à ce niveau-là. Ils peuvent nous vendre n'importe quoi, des mannequins animés. On va y croire à fond parce que le Docteur va les trouver effrayants. Et c'est ça qui marche vraiment. Et enfin, les possibilités sont infinies. Donc on peut avoir plein de genres différents. On peut avoir peur, on peut avoir des histoires d'amour, on peut avoir des blockbusters, des explosions partout. Et on a surtout des aliens. Les gens qui ne regardent pas Doctor Who ne comprennent pas ce que les fans de Doctor Who trouvent aux aliens. Mais ça fait partie du sel. Quand les gens qui ne connaissent pas Doctor Who voient les Daleks, ils se demandent ce que c'est que ces espèces de poivrières. Alors qu'en réalité, quand on est fan de Doctor Who, on voit les Daleks, on dit « ouais, balèze ». Mais c'est magique en fait. Mais c'est vraiment lié à ce fait que la série nous présente tout premier degré. La série ne se moque jamais d'elle-même. Et les classiques, par exemple, ils n'ont pas forcément tous bien vieilli, mais il y a des monstres qui ont des allures, mais des trucs qu'ils ont vraiment fait avec 3 bouts de ficelle qu'ils ont trouvés au fin fond de la BBC. Et toujours aujourd'hui, ils arrivent à nous faire ressentir des choses parce que la mise en scène, parce que l'écriture, parce que le fait qu'on ne se moque pas de nous. On nous prend au sérieux, on prend le public au sérieux et avec des moyens plus ou moins limités, on va réussir à nous faire voyager sur d'autres mondes. Alors, pourquoi 3 séries Doctor Who? On en a un petit peu parlé avant. Déjà pour renouveler l'audience. En convention, quand les gens me disent « alors je démarre où ?» Tu peux démarrer en 2005, il y a 14 saisons. Les gens se moquent de nous. Ils disent « bah non, je n'ai pas regardé 14 saisons. Alors je ne sais pas si ça va me plaire. » Là, on leur dit « vous avez Disney+, bah parfait. Vous pouvez lancer un truc qui s'appelle saison 1. Vous pouvez démarrer par là. Vous n'aurez pas toutes les références, mais c'est pas grave. Parce que personne en démarrant Doctor Who a toutes les références. Ceux qui ont démarré en 2005, est-ce que vous saviez que le premier épisode, quand vous l'avez démarré, était que des références aux classiques? La Conscience Nesting, les Autons, c'est des méchants des classiques. Vous n'en avez pas eu besoin. Fin de saison 3, retour du maître. Vous saviez qui c'était le maître? Ben voilà. Et en fait, c'est la même chose pour ceux qui arrivent aujourd'hui. En fait, nous, comme on a notre expérience de fan, on se dit mais c'est obscur, les gens vont pas comprendre. Mais en fait, le truc, c'est que c'est tellement des références qui sont pour les gens qui les connaissent déjà, que même sans avoir les références, on peut s'éclater. Et c'est pas grave, les références. Par exemple, moi, Unit, quand j'ai regardé la première fois les RTD, moi, c'était juste des militaires, je n'avais même pas compris que c'était le même organisme qui revenait à chaque fois. Et quand j'ai regardé les classiques, où justement il y a beaucoup de saisons qui se passent avec Unit, et que j'ai revu la New Who, je me suis dit... Et on apprend justement à comprendre, c'est justement quand on devient fan qu'on apprend à repérer toutes ces petites subtilités. Je vais faire un petit jeu avec vous. Bon, c'est quoi ça? Bon, c'est pas ça la question. En gros, vous allez devoir me dire en quelle année sont apparus ces races aliens, ces objets ou ces concepts. Alors, en quelle année sont apparus les Daleks? C'est ça, c'est 63. C'est apparu, bah, deuxième épisode, je l'ai dit avant, mais on les revoit toujours aujourd'hui. Leur design n'a pas tellement changé en plus. C'est quoi ça? Question plus difficile pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle saison. Il est apparu en quelle année? Ah, 67 presque. C'est en 68. Le tournevis Sonic, on l'a depuis le deuxième Docteur. À l'époque, c'était vraiment un tournevis Sonic. Il retirait des vis. C'est apparu en quelle année, le papier psychique? Oh, je vous ai posé une colle. 2005. Et enfin, la question n'est pas David Tennant, mais bien la régénération. 66. Donc en 1966, avec la régénération de William Hartnell en Patrick Troughton, qui était très différente. D'ailleurs, c'était rigolo, dans les classiques, les régénérations, on n'a pas une qui se ressemble.
Ils ont toujours un design différent. Un coup c'est un fondu, un coup on la voit même pas. Un coup il y a une espèce de silhouette blanche qui vient dans le corps du docteur pour lui faire changer son apparence, c'est une chrysalide. C'est très bizarre ça d'ailleurs. Alors que pour la New Who, ils se sont un peu accordés à avoir cette espèce d'explosion qui fait exploser le TARDIS à chaque fois. Donc je vais vous parler un petit peu de la série classique. Parce que vous allez voir que ce qui fait l'essence de Doctor Who, eh ben on l'avait déjà en 1963 pour la plupart, ou en tout cas pendant les années 60. Les 10 premières années, donc les Docteurs 1, 2, 3, ont installé 85% du lore, à peu près. Le TARDIS, premier épisode, les Daleks, le deuxième épisode, Cybermen, troisième saison, Unit, qui est apparu avec le deuxième Docteur, le Maître, qui est apparu avec le troisième Docteur, les Seigneurs du Temps qui apparaissent à la fin du deuxième Docteur. Le Docteur, on sait juste que c'était un alien. Mais donc après les trois, on a eu une autre période qui était dans les années 70 jusqu'à 80, qui a duré 7 ans, qui était la période Tom Baker, qui est le docteur qui est resté le plus longtemps. Et donc c'est une période d'énorme prospérité pour la série. Elle était déjà immense avant, c'était déjà une série ultra populaire, c'était le pic de la série. City of Death, qui du coup est le seul épisode qui a été tourné en France, c'est pour ça que je l'ai mis en illustration. Mais donc la période du 4e Docteur, elle est un peu particulière parce que c'est une période qui au début a essayé de pas mal expérimenter. Il y a des épisodes mais vraiment horrifiques. Il y a une saison entière qui est très gothique. Et en fait après ils se sont un peu enfin pas embourbés, mais disons que ça commençait à être un peu plus classique et tout ça. La formule se renouvelait un peu moins, ce qui est normal quand on regarde toujours le même Docteur. Il y avait moins de turnover aussi sur les acteurs. Ils ont commencé à essayer, ils ont fait la première saison avec un fil rouge sur toute la saison, qui est la clé du temps, où en fait c'est le Docteur et Romana, donc une compagne Seigneur du Temps, qui vont aller essayer de récupérer les différents morceaux d'un artefact qui s'appelle la clé du temps. Donc chaque épisode est une aventure indépendante, mais dans chaque épisode, ils trouvent un morceau de la clé du temps. Après, on a quand même eu les Zygon, on a eu le Docteur qui est devenu président de Gallifrey, on a eu la visite vraiment sur Gallifrey, parce que le deuxième Docteur, on avait juste vu dans une salle noire, c'était un peu limité. Donc voilà, on a quand même eu des nouveautés. Mais... Après, on a eu les années 80, qui a été une période de bazar absolu pour Doctor Who. Ça a été très compliqué. Il a fallu se renouveler. Il a surtout fallu faire avec le fait qu'il y ait beaucoup plus de chaînes de télé en face, donc beaucoup plus de concurrence, et aussi le fait que le nouveau contrôleur des programmes de la BBC détestait Doctor Who et voulait à tout prix le faire annuler, sauf que Doctor Who c'était populaire, donc on ne pouvait pas l'annuler comme ça. Donc Doctor Who a été placé sur des cases le jeudi soir ou le mardi, je sais plus, enfin bref, en pleine semaine. Je crois même qu'il y a eu une période avec le 5e Docteur, il y avait 2 épisodes par semaine, enfin c'était n'importe quoi. Et ça a été très difficile parce que coupe budgétaire et tout ça, vraiment tout a été fait pour gêner la production de Doctor Who. Et ça a été vraiment compliqué, mais donc du coup, ça a été une énorme période de renouvellement créatif. Parce que comme toujours, quand on donne pas les moyens, quand on essaye de mettre des bâtons dans les roues, bah faut réussir à faire avec ce qu'on a. Et en plus, ils en avaient plus rien à faire de ce que la BBC pouvait penser. De toute façon, ils les aimaient déjà pas. Donc des épisodes qui critiquent Margaret Thatcher, grosse politisation de Doctor Who qu'il était déjà avant, mais alors là, c'était plus discret, on va dire. Personnellement, moi j'adore cette ère. Il y a eu surtout la première pause. En fait, Doctor Who aurait pu être annulé un peu plus tôt, mais c'est en 85, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont été obligés de faire une pause. Parce que justement, ça risquait d'être annulé et ça a été la première fois que Doctor Who était interrompu pendant 18 mois. Alors je sais que nous maintenant on a l'habitude, mais à l'époque, interrompre une série pendant 18 mois, ça se faisait pas. C'était sûr qu'elle allait se faire annuler, quoi. Donc le pauvre Colin Baker qu'on voit au milieu, le 6e Docteur, a un peu souffert de ça, un peu. C'est carrément fait virer comme un malpropre après sa 2e saison qui était juste après le hiatus. Il a même pas voulu se pointer à la régénération. Mais donc voilà, ça a été une période trouble, mais vraiment foisonnante. Si jamais vous n'avez jamais vu les classiques, je vous conseille de regarder les épisodes du 7e Docteur Sylvester McCoy, parce qu'en fait, vous allez beaucoup retrouver certaines vibes de la New Who, Paradise Towers ou Greatest Show in the Galaxy, qui se passe dans une espèce de cirque super creepy, super craignos. C'est des super épisodes, je vous les conseille fortement. Doctor Who s'est arrêté en 89, malheureusement. D'ailleurs, il n'y avait pas de fin qui avait été tournée. Le dernier épisode est un épisode tout à fait simple. Et donc, il y avait juste le Docteur et sa compagne Ace, qu'on a revu dans Power of the Doctor, qui s'éloignaient vers le couchant. C'est quand même probablement à la fin de la saison, fin de la fin de la série, ça serait bien de dire quelque chose. Donc, ils ont rajouté une petite voix off pour dire non, mais les aventures ne s'arrêtent jamais. Je ne sais plus exactement, mais ils ont quand même rajouté un petit truc. Mais donc, Doctor Who s'arrêtait de 89 à 96, plus ou moins. C'est revenu pour un téléfilm qui a été du coup la première collaboration avec des Américains.
bien avant Disney+, du coup, c'était avec la Fox. Et ils ont fait un téléfilm, ils voulaient faire une série aussi derrière, mais comme ça s'est planté, ils n'ont pas fait la série. Mais donc on a un docteur qui est beaucoup plus américanisé. Premier docteur qui a une relation amoureuse avec sa compagne. Les fans britanniques n'ont pas du tout apprécié. Il se trouve de façon pas très légale en français, parce que lui, il est passé sur M6. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu le téléfilm? Vous aimez bien? Ah, mais personne n'aime le téléfilm, je me sens seule à l'aimer à chaque fois. T'aimes bien? Bon, ça va. Disons que le téléfilm n'est pas des plus qualitatifs, mais les acteurs s'éclatent. Le personnage du maître dedans, il y en a qui aiment le maître? Quand même. Bah, si vous aimez le maître, il faut que vous regardiez le téléfilm, il est incroyable dedans. Bon, après, voilà, je vais être un peu moins explicatif parce qu'on arrive plus sur la partie que vous connaissez. Il y en a qui ont vu Rose à sa première diffusion française? Oh, pas mal. Je suis jalouse. Donc on a la première ère RTD, enfin Russell T. Davies. Ensuite on est passé à l'ère Moffat avec le 11e et le 12e Docteur qui a été, surtout la période 11e Docteur, qui a été une énorme période de prospérité. Qui a découvert avec cette période-là? C'est tout. Moi j'ai découvert avec cette période-là. Pour nous ça a été un énorme truc. Avant, qu'est-ce qu'on avait eu? J'ai dit on a eu le téléfilm. Dans les années 60, il y a eu des films qui ont été adaptés des épisodes du premier Docteur. Ça on a eu le premier en France. À l'époque, au cinéma. On a eu 1989 dans le Club Dorothée, des épisodes du 4e Docteur doublés en français. Je vois des gens surpris, on a fait une vidéo sur le sujet si vous voulez sur notre chaîne YouTube, Pepperpot Team, Club Do, vous allez trouver. Mais donc la saison de 2005 a été diffusée et depuis, on les a tous eus en diffusion, on les a pas tous en DVD, mais en diffusion on les a tous eus. Donc ensuite on a eu l'ère Chibnall avec Jodie Whittaker, le 13e Docteur. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé par l'ère Whittaker? Personne? Je vois qu'il y a le fan club devant de Jodie Whittaker. Ça a marqué la fin de la 2e série. Pour avoir la 3e série, nouveau point d'entrée. Alors, personnellement, j'ai un peu tendance à croire que le 14e Docteur, c'est moyen comme point d'entrée. Mais bon, officiellement, la numérotation commence comme ça. Donc, l'ère actuelle, on a actuellement 2 Docteurs. Ce qui est super, c'est que disponible directement sur Disney+. Ça change la vie. Est-ce qu'il y en a qui n'avaient jamais regardé en direct, enfin, qui n'avaient jamais regardé le jour de la sortie anglaise et qui ont fait ça pour la première fois cette année? Ouais, ça fait déjà quand même quelques personnes. Je remarque les autres pirates. Hein. Est-ce que c'est plutôt une ouverture ou est-ce que c'est un carcan créatif? Parce qu'on entend beaucoup, moi en tout cas dans mes commentaires, dès qu'il y a un truc qui plaît pas aux gens, je le sais parce qu'on a plein de commentaires qui nous disent « Ah, Disney Plus a gâché Doctor Who !» On dit « Mais Doctor Who, il y avait déjà ce truc que tu critiques !» J'avoue que ça m'a un peu fait rire que des gens aillent dire que oui, il y a des proutes dans le premier... Désolé pour le spoil. Il y a des proutes dans le premier épisode de la saison 1. C'est la faute à Disney+. Il y avait les Slezines dans la première saison. La question peut se poser quand même. C'est vrai que, bon, Disney, on sait qu'ils ont un peu tendance à limiter certaines choses. Ce que le showrunner Russell T. Davies dit, c'est vraiment que Disney+, ne leur ont rien ordonné de couper. Ils leur ont suggéré de rajouter des scènes. Par exemple, dans la scène de l'épisode de Noël, il y a une scène avec un bonhomme de neige sur une façade. Vous voyez laquelle? Celle-là, elle n'était pas dans l'épisode. Parce que, à la base, le docteur était censé apparaître très tardivement dans l'épisode. Et Disney a dit « Ouais, mais on le voit pas, ton héros. » Donc les gens qui connaissent pas, ils vont être paumés. Donc ils ont mis une scène pour qu'on voit le docteur et l'introduction du tournevis sonique et du papier psychique. Vraiment, ça, pour le coup, c'est 100% un ajout de Disney+. Mais ils ont demandé à rien supprimer. C'est ce qu'ils nous assurent en tout cas, j'ai quand même pas envie de les croire. Donc pour l'instant, en tout cas, ils agissent pas comme un carcan créatif. Alors, il y a le truc de s'il y a beaucoup de gens qui ont peur que la série se fasse annuler si jamais il n'y a pas les bonnes audiences sur Disney+. Pareil, Russell T. Davies, le showrunner, dit il n'y a pas de problème. Disney+, ils en veulent plus, c'est pas grave. En production, maintenant, il y a sa boîte de prod Bad Wolf qui est aussi là. Il n'y a plus que la BBC parce que la BBC sont en galère d'argent. Ils peuvent plus financer Doctor Who. Il dit c'est pas grave, Disney+, il n'y a plus l'argent, il y a toujours ma boîte de prod qui est là. Il n'y a pas de problème, on continue la série. C'est juste qu'il y aura moins de budget, donc les effets spéciaux seront dégueulasses, mais à part ça, vous avez l'habitude. Hein. Mais donc voilà, normalement Disney+, c'est juste du bonus pour l'instant. C'est juste que si jamais il n'y a plus le partenariat Disney+, c'est nous qui l'avons dans l'os. Mais ça apporte quand même une sacrée ouverture à l'international. Je sais pas si vous êtes allé voir les sous-titres et les langues dispo. C'est dingue. Des pays qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir du doublage. Par exemple, on a eu plusieurs commentaires de gens qui nous ont dit « Mais Doctor Who, c'est dispo en roumain !» Mais je suis trop content, des gens qui en fait ont de la famille roumaine et qui ne peuvent pas beaucoup pratiquer leur roumain parce qu'il n'y a pas beaucoup de doublage en Roumanie. Et du coup, ils ont regardé la nouvelle saison en roumain.
alors qu'ils sont français. C'est génial quand même de pouvoir parler avec des fans au Brésil, ils ont vu en même temps l'épisode que nous. Ou en Nouvelle-Zélande, ou au Japon. Voilà, c'est l'ère de la modernité pour Doctor Who. Bah, du coup, pour commencer Doctor Who, j'avoue qu'il y a plusieurs écoles. Il y a les gens qui vont conseiller un seul épisode. Il y a les gens qui vont conseiller de commencer en 2005. Pourquoi 2006? Ah non, alors par contre, je m'oppose formellement à commencer par 2006. Ne commencez pas par la saison 2. On ne skip pas 9. Il y a des principes d'honneur. Commencez par la saison 2. Déjà qu'en France, Christmas Invasion est introuvable. Commencez par New Earth. C'est mieux de commencer par New Earth que par Rose. La plupart des gens, ils vont conseiller de commencer par la saison 5. C'est vrai que c'est plus abordable. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez regardé la saison 5 il y a longtemps? Elle est passée à la télé en ce moment. Ouais, elle passe à la télé en ce moment. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vue il y a moins de 5 ans? Est-ce que vous avez trouvé qu'elle a si bien vieilli que ça, esthétiquement? Bah, ça dépend des épisodes. Hein. Bon, après, ça pique toujours moins que la saison 1. Ça, c'est aussi une autre école. Ça, c'est le plus simple. Si vous connaissez les gens et que vous connaissez leur goût, leur conseiller un épisode ponctuel. Je sais que c'est un grand classique de conseiller Blink. Personnellement, j'aime pas trop conseiller Blink parce que déjà, ça met les attentes très haut pour le reste de la saison, de la série. Et en plus, il n'y a pas le docteur. C'est un épisode où il n'y a pas le docteur, c'est un épisode à concept. J'ai fait une vidéo sur comment commencer Doctor Who où je conseille 10 épisodes différents où j'en prends dans chaque ère de la New Who. Mais donc, du coup, là, j'ai mis le plus simple. J'ai pas mis des épisodes indépendants parce que sinon, ça faisait un peu gros comme liste. Les 4 points d'entrée les plus simples. Quand on veut vraiment regarder... En fait, si c'est les gens, ils veulent juste regarder un épisode, c'est bien de picorer et de leur en donner qu'un seul. Quand les gens ils veulent vraiment se lancer dedans, quand ils ont l'envie de regarder des saisons, je trouve que c'est mieux de démarrer par un vrai point d'entrée fixé par la série. Donc, du coup, il y a un Unearthly Child, mais alors ça, c'est pour les courageux. J'en connais qui ont commencé par un Unearthly Child et qui regrettent pas. Hein. Ça veut dire quand même se taper les 40 saisons avec des épisodes perdus. Généralement, les gens ils conseillent Rose ou Le Prisonnier Zéro. C'est vrai que c'est le plus logique. On peut aussi démarrer maintenant par l'église de Ruby Road. Au moins, c'est facile. Maintenant, on dit aux gens, tu vas sur Disney+, tu lances saison 1, le premier épisode, ça s'appelle l'église de Ruby Road. Parce qu'en plus, sur Disney+, ils ont mis l'épisode de Noël en numéro 1 sur la saison. Donc, c'est vraiment facile. On dit juste, tape Doctor Who, tu lances la saison, église de Ruby Road, tu te laisses guider. S'ils sont conquis, bah, ils repartent à Rose ou au Prisonnier Zéro. Ou à Unearthly Child. Le grand écart Shooting at toi, William Hartnell est un peu raide, mais pourquoi pas. Vous pensez, vous, à des épisodes qui, selon vous, sont des bons points d'entrée, comme ça? Donc, ouais, le colocataire avec le 11e Docteur et James Corden. C'est vrai que c'est un épisode assez fun, qui montre plutôt bien comment est le Docteur. Ouais, c'est vrai que comme ça, pour introduire le personnage du Docteur, pourquoi pas, ouais. Oh, Silence in the Library. La bibliothèque des ombres. Pareil, tu mets le niveau bien haut. Il y a le problème de le conseiller, c'est qu'il y a toute l'histoire de River Song. Donc si tu commences par ça, tu vas croire que River Song, c'est dans tous les épisodes un peu, tu vois, où t'as raté vraiment des trucs. Christmas Carol, c'est vrai que Christmas Carol est souvent cité, on nous l'a souvent dit, Christmas Carol. C'est celui qui reprend un conte de Noël de Dickens avec fantôme passé, présent, futur. Les Anneaux d'Akaten, pareil, tu crois pas qu'il y a trop de... Oh, quoique, après c'est vrai que c'est le début de l'histoire autour de Clara, pourquoi pas? Une croisière autour de la Terre, plus grosse audience de la New Who, d'ailleurs, gros carton, avec Kylie Minogue. The Beast Below, la créature des bas-fonds, je crois en français. La bête des bas-fonds, c'est vrai. Si vous aimez la bête des bas-fonds, j'ai écrit une histoire qui en est un peu inspirée dans un livre qui est sur mon stand. Ah, Smith & Jones, moi je trouve que c'est mieux limite de démarrer par la saison 3 que par la saison 2. Ça c'est un bon point d'entrée aussi. Démarrer par, si on veut démarrer une saison, démarrer par une arrivée de compagne. Parce qu'on sait que le docteur va devoir lui réexpliquer les bases. Arriver d'un nouveau docteur, comme pour la saison 2, je trouve que c'est plus complexe.
C'est vrai que The Pilot, en fait, The Pilot déjà c'est dans le nom, le pilote, donc le point de départ. En fait, le truc c'est que la saison 10 est construite au début comme un redémarrage, comme un nouveau point d'entrée. Sauf que la fin est basée sur des trucs très ancrés des saisons d'avant. Donc quand la saison a commencé, je disais à tout le monde « Ah, tu peux démarrer là, tu vas voir, il y a un nouveau point d'entrée !» Puis après j'ai eu la fin de la saison, je fais « Bon, je vais peut-être arrêter de dire ça. » La série, on doit la regarder comme un compagnon. C'est-à-dire que le compagnon vient d'arriver dans la série, il ne connaît pas forcément tout, mais le docteur, il a eu un passé, et il faut plus souvent le faire avec et apprendre ce qu'il va nous apprendre à l'instant T. Ouais, t'as raison. C'est vrai, les compagnons. En fait, on est les compagnons, on n'est pas le docteur. Mais c'est vrai que les compagnons, c'est vraiment le truc, ils sont là pour être notre regard. Et donc, c'est vrai que le nouveau compagnon, bah, lui aussi, il doit apprendre les règles, il ne les connaît pas non plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a généralement des compagnons contemporains britanniques. On parlait de chaque ère, de chaque docteur qui est différent, mais le fait que chaque compagnon soit différent, bah, on a tous notre compagnon préféré. C'est quoi votre compagnon préféré? C'est qui votre compagnon préféré? Jackie, Clara, Rory, Liz Shaw, Amy. Enfin, vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup les mêmes réponses en fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. J'espère que c'était intéressant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence et passé un très bon festival. Le deuxième docteur, c'est le meilleur. Oui, le deuxième docteur, il est super.